La guerre en Ukraine ne concerne plus seulement la Russie. La Corée du Nord s'est engagée dans la bataille de Koursk en y envoyant des milliers de soldats. Mais l'Ukraine ne recule pas. Elle a un plan pour les arrêter avant qu'ils ne puissent rejoindre la bataille. Entre 10 000 et 12 000 soldats nord-coréens sont arrivés en octobre, et leur présence fait parler tout le monde. La Russie compte sur eux pour reprendre Koursk. La Chine est mal à l'aise face à ce mouvement risqué, et l'OTAN renforce son soutien à l'Ukraine. Mais l'Ukraine n'est pas intimidée, elle est préparée. Au lieu de compter uniquement sur la puissance de feu, l'Ukraine se tourne vers la guerre psychologique, une stratégie conçue pour briser la volonté de combattre des Nord-Coréens sans jamais les rencontrer sur le champ de bataille. Les premiers rapports suggèrent que la stratégie fonctionne déjà, avec des officiers nord-coréens parmi les victimes et du matériel endommagé qui s'accumule. Mais le plan audacieux de l'Ukraine peut-il vraiment aboutir? Ou ces nouvelles troupes feront-elles une différence pour la Russie? Examinons de plus près les tactiques de guerre psychologique de l'Ukraine, et pourquoi elle pourrait bien remporter la victoire. La campagne actuelle que l'Ukraine a développée est une extension d'une existante, appelée « Je veux vivre ». Nous reviendrons un peu plus tard sur les origines et les effets de la campagne elle-même, car elle a été développée pour être utilisée contre les soldats russes et mise en œuvre de manière différente. Pour une utilisation contre les Nord-Coréens, la campagne est assez simple. L'armée ukrainienne distribuera une série de tracts en coréen, accompagnés d'illustrations des conséquences possibles pour les troupes allant sur le champ de bataille. Les tracts donneront aussi des consignes précises sur comment se rendre face aux soldats et drones ukrainiens. Les troupes nord-coréennes devront se coucher face au sol, déposer leurs armes et tenir une feuille blanche ou le tract. Les tracts vont apparemment être imprimés en masse et transportés par l'armée ukrainienne partout où ils vont à Koursk. De plus, des drones peuvent être utilisés pour larguer les tracts derrière les lignes ennemies, ciblant des complexes militaires notables et des terrains d'entraînement que le renseignement ukrainien a identifiés à travers Koursk et les régions voisines. L'Ukraine adopte également une approche plus directe de la guerre psychologique, en employant des experts sud-coréens. Ils pourraient élaborer des stratégies plus détaillées pour contacter directement les soldats nord-coréens, en évitant leurs supérieurs. Les officiers pourraient être sur le champ de bataille pour assurer le contrôle et la supervision, puis rendre compte directement au gouvernement nord-coréen. Ces rapports affectent sûrement le traitement des soldats. Si un soldat est trouvé en train d'esquiver ses devoirs, un rapport pourrait signifier que sa famille serait en danger d'être emprisonnée en acceptant n'importe quel type d'aide étrangère, de peur que les officiers ne croient qu'il défectionne du combat. Cela signifie que l'Ukraine doit développer une approche quelque peu unique pour influencer les Nord-Coréens, permettant aux soldats de se rendre d'une manière qui semble crédible quelques clés dans la campagne, et c'est probablement pourquoi le programme a dû diverger un peu de ses racines orientées vers la Russie. Un plan semble jusqu'à présent impliquer des drones d'une autre façon. Des petits drones commerciaux équipés de haut-parleurs pourraient te répéter les messages sur ce qui arrivera bientôt aux forces nord-coréennes. Si les renseignements ukrainiens sont précis, ils pourraient prédire de grandes confrontations. Ensuite, la campagne les inciterait à obéir partiellement aux ordres, tout en suivant les directives ukrainiennes. En bref, il s'agirait d'une obéissance malveillante, utilisée comme une arme. Cela pourrait créer assez d'ouverture pour les troupes au moment opportun. Alternativement, les campagnes pourraient utiliser des drones au bon moment. Les campagnes pourraient utiliser des drones pour créer régulièrement des diversions pendant les temps morts. Contrairement à la croyance populaire, le front de bataille ne voit pas d'action constante. Les affrontements entre Russes et Ukrainiens se déroulent généralement par brèves rafales, avec de petites offensives visant à gagner du terrain, qui ne durent pas. Malgré cela, les soldats pourraient rester dans les tranchées, attendant que quelque chose se passe ou des ordres plus précis sur les manœuvres à effectuer. Les temps d'arrêt sont l'occasion idéale pour manipuler les troupes ennemies, surtout si elles sont déjà en première ligne. La guerre des drones dans le conflit est si étendue que la plupart des unités reconnaissent probablement le bruit des petits drones aériens qui s'approchent d'eux. Si ces drones livrent des messages pour que les troupes russes et nord-coréennes se rendent, cela pourrait en inciter certains à économiser des munitions et des ordonnances précieuses qui seraient autrement utilisées pour détruire des véhicules et réduire les troupes ennemies en poussière. Bien que l'Ukraine n'ait pas de pénurie d'ordonnances à lancer sur l'ennemi via des drones, leur budget en profiterait néanmoins. Enfin, le projet inclut la création de vidéos éducatives pour les réseaux sociaux, tels que YouTube et Telegram, ce dernier étant très populaire en Russie et en Ukraine. Les Nord-Coréens n'y ont probablement pas accès directement, mais pourraient obtenir des comptes de seconde main via leurs homologues russes. Idéalement, le plan de guerre psychologique de l'Ukraine devrait inciter au moins une partie des soldats nord-coréens à déserter et à abandonner leur poste. Mais pourquoi le ferait-il? Eh bien, il y a deux façons possibles pour la Corée du Nord d'utiliser ses troupes pour aider la Russie.
La première consiste à envoyer certaines de leurs meilleures troupes au combat. Apparemment, cela permettrait d'acquérir l'expérience directe essentielle au combat moderne. La Corée du Nord est parmi les pays les plus militarisés au monde. On estime qu'elle compte environ 1 300 000 militaires actifs, ce qui fait de son armée la 4e plus grande du monde, et la met presque à égalité avec l'armée américaine elle-même. Avec seulement environ 26 millions d'habitants, la Corée du Nord a une part significative de sa population dans l'armée, comparée à la Chine, l'Inde et les États-Unis, qui ont des populations bien plus importantes. De plus, la Corée du Nord oblige quasiment tous les hommes et femmes à servir dans l'armée, les hommes devant rester en service jusqu'à 10 ans. Cela crée un grand nombre de réservistes, certains analystes, suggérant que la Corée du Nord pourrait mobiliser un tiers du pays en cas de conflit direct. Et pourtant, l'armée nord-coréenne est considérée parmi les moins préparées pour le combat moderne. La majorité de son équipement date de l'ère soviétique, et non des années 80, quand ils ont commencé à revoir leurs véhicules pour correspondre aux designs occidentaux. L'équipement nord-coréen est principalement composé de modèles obsolètes, comme les chars T-55 et T-64, considérés comme dépassés depuis des décennies, et qui sont devenus de véritables pièces de musée. Bien que la Corée du Nord ait récemment dévoilé un nouveau design de char, de tels développements ne font que peu pour éclipser sa dépendance à des systèmes plus anciens et dépassés. Ironiquement, la Russie a dû utiliser certains de ses T-64 stockés, car elle en a trop, et ils étaient peu utiles en réserve. Le monde entier a rapidement considéré la tactique tant comme un acte désespéré après y avoir jeté un coup d'œil. De plus, bien que la Corée du Nord soit techniquement toujours en guerre avec la Corée du Sud, le conflit a été gelé en 1953, lorsque la zone démilitarisée coréenne a été établie. Au cours des 70 dernières années, le pays n'a connu que des escarmouches limitées, qui n'évoquaient pas la puissance militaire et l'amélioration de l'un ou l'autre côté. La Corée du Sud, alliée au Japon et aux États-Unis, a renforcé son armée, devenant un des plus grands exportateurs d'armes mondiaux. Cependant, la Corée du Nord n'a que 2 alliés majeurs, la Chine et la Russie. Aucun des deux ne semble les avoir équipés d'armes plus modernes. La Russie a utilisé ses ressources pour moderniser leur armement. La Russie a utilisé son industrie de l'armement pour sa défense et pour équiper des factions afin de s'opposer à la présence de l'OTAN dans la région. La Chine a seulement agi pour contrer la présence de l'OTAN dans la région. La Chine n'a développé militairement que ces 2 dernières décennies. Même leurs conceptions chinoises natives sont toujours jugées inférieures à celles des États-Unis dans presque tous les domaines, et sont à peine comparables à celles de la Russie. Cela a relégué la Corée du Nord à la fabrication d'armes auxquelles elle avait déjà accès, ou de munitions qui ne devenaient pas obsolètes aussi rapidement. Elle s'est concentrée sur la production d'obus d'artillerie pour améliorer ses missiles balistiques. Ce dernier est l'un des moyens d'améliorer ses missiles balistiques. Ce dernier est l'une des principales raisons pour lesquelles le Japon et la Corée du Sud sont constamment méfiants vis-à-vis des ambitions militaires de la Corée du Nord, car ces 2 pays sont si proches de la Corée du Nord que des missiles balistiques puissants peuvent égaliser la disparité technologique dans d'autres aspects. La guerre en Ukraine représente une occasion idéale pour les troupes nord-coréennes d'acquérir de l'expérience dans les formes modernes de combat. Les conceptions d'équipements militaires russes ont peu évolué depuis l'ère soviétique, afin d'être compatibles avec les chars et l'artillerie russe actuelle. En même temps, la Corée du Nord peut transporter de l'artillerie balistique. En même temps, la Corée du Nord peut transporter des prototypes de missiles balistiques et des ingénieurs précieux pour tester de nouveaux designs dans des scénarios réels et contre les défenses anti-aériennes de style occidental. En envoyant ses meilleures troupes, la Corée du Nord pourrait chercher à profiter de son accord de défense avec la Russie, gagnant la bienveillance du président russe Vladimir Poutine tout en travaillant vers ses objectifs. Mais ensuite, nous arrivons à la deuxième possibilité, qui est bien plus probable selon les rapports d'Ukraine. Poutine utilisera les soldats nord-coréens comme boucliers humains, leurs compétences ou expériences n'ayant aucune importance. Voici les principales raisons qui expliquent cela. La Russie a subi des pertes humaines considérables. Les estimations les plus récentes du renseignement ukrainien, généralement corroborées, brodées par des sources occidentales, suggèrent que les pertes russes ont dépassé 770 000 soldats morts et blessés en décembre. C'est presque autant de soldats que le pays avait lorsque la guerre a commencé, et environ 3 à 4 fois le nombre de soldats stationnés autour de l'Ukraine en février 2022. La Russie commence probablement à puiser lourdement dans ses réserves de soldats sous contrat pour gagner du terrain dans le Donbass. Cela implique que la Russie doit probablement réduire ses efforts de recrutement militaire et offrir de véritables contrats aux conscrits. Pourquoi ? Eh bien, le pays a officieusement interdit le déploiement de soldats conscrits à l'étranger, ne les utilisant que pour la défense nationale. En même temps, les statistiques du ministère de la Défense russe suggèrent que la Russie conscripte environ 150 000 soldats tous les 6 mois.
Techniquement, ces soldats doivent effectuer une année complète de service lorsqu'ils sont considérés comme conscrits, et ne peuvent pas être utilisés sur le continent ukrainien. La Russie avait positionné des conscrits dans des régions autour de l'Ukraine, ce qui s'est révélé désastreux lorsque l'armée ukrainienne a envahi Koursk, les laissant entrer presque sans opposition pendant 3 semaines. Mais maintenant, Poutine pourrait avoir épuisé ses options, et pourrait commencer à recruter des conscrits et des réservistes, leur offrant des salaires dérisoires pour aller au Donbass, et tenter de s'enfoncer plus profondément en Ukraine. Koursk est laissé sans surveillance, permettant l'entrée des troupes nord-coréennes. Le libellé de l'accord de défense russo-nord-coréen, qui a été signé en juin 2024 et ratifié en septembre, implique que la Corée du Nord n'est obligée de venir à la défense de la Russie, que si le territoire de cette dernière est directement menacé. Cela permet à Poutine de justifier le déploiement de troupes nord-coréennes à Koursk, qui appartient à la Russie, évitant ainsi les réactions internationales de l'OTAN, de ses alliés et de la Chine, que provoquerait leur déploiement en Ukraine. Mais c'est là qu'apparaît le second problème. Malgré leur formation au sein des forces nord-coréennes, les soldats ne seront pas aussi bien formés ou équipés que les Russes. Selon des transfuges nord-coréens anciennement dans l'armée, le soldat moyen est sous-payé, mal nourri, en malnutrition chronique, sans accès adéquat aux soins, et souvent forcé de travailler dans l'agriculture ou la construction par le gouvernement. Ces facteurs ne font pas un bon soldat, surtout dans un pays ayant une technologie militaire probablement bien inférieure à celle des pays occidentaux modernes. Poutine ne compte donc probablement pas beaucoup sur les troupes nord-coréennes. Sa tactique pourrait être de les laisser se déchaîner à Koursk avec peu d'ordre, ou de munitions ukrainiennes lancées. Après tout, il n'y a aucune mention de munitions que les Ukrainiens lancent. Il faut noter qu'aucune mention n'est faite du nombre de troupes que la Corée du Nord prévoyait d'envoyer en Russie. La Russie paie le salaire mensuel moyen pour chaque soldat qu'elle reçoit, la majeure partie allant directement au gouvernement nord-coréen. C'est une grande motivation pour la Corée du Nord de déployer rapidement de plus en plus de soldats, probablement après que le premier groupe ait connu le combat. Puis il y a la dernière partie du puzzle. Les forces nord-coréennes ne connaissent ni le russe ni l'anglais, les deux principales langues utilisées dans l'armée russe. Cela causera sûrement une tension importante entre l'armée russe et ses renforts nord-coréens. Selon les renseignements ukrainiens, les soldats russes pensent que les nord-coréens auraient besoin de traducteurs ou d'une supervision constante des officiers supérieurs pour un transfert significatif de concepts et tactiques lors des entraînements des nouvelles troupes russes. Sans eux, les forces russes ne pourraient probablement qu'enseigner les bases et se fier à des commandes simples et des signaux manuels. Cela pourrait sérieusement nuire à leur performance au combat, menant à des erreurs dévastatrices, comme un mauvais positionnement, ou même des tirs amis. Et c'est là que l'Ukraine peut intervenir. Les troupes nord-coréennes pourraient s'accrocher aux drones diffusant des messages en coréen comme à une bouée de sauvetage, outrepassant les ordres du personnel russe pour essayer de sauver leur propre vie. Après tout, si ces offres sont faites, alors il est fort probable que les soldats aient été contraints d'être là en premier lieu. Les soldats seront confrontés à un choix entre la mort venue du ciel par le biais de drones ukrainiens, la mort de face via l'artillerie, les chars ou les tirs d'infanterie, ou une éventuelle évasion non seulement de l'armée mais de tout le régime nord-coréen. À ce moment-là, quels que soient les instincts de survie ou le bon sens que les troupes nord-coréennes ont conservé après 8 années éprouvantes, passées à essayer de survivre dans leur armée, pourraient prévaloir et les pousser à faire défection en faveur de l'Ukraine. L'armée ukrainienne semble prête à accueillir les troupes nord-coréennes à bras ouverts. Il n'y a pas de précédent sur le traitement des transfuges nord-coréens hors de la Russie, de la Chine et de l'Indo-Pacifique. Alors que la Russie, la Chine et d'autres pays extradent les transfuges vers la Corée du Nord, ces derniers comptent souvent sur des intermédiaires ou passeurs chinois pour atteindre la Corée du Sud ou l'Indo-Pacifique. Cependant, l'Union européenne traite fréquemment les transfuges nord-coréens comme des citoyens sud-coréens et refuse les demandes d'asile, l'Allemagne et le Royaume-Uni, faisant partie des quelques pays ayant une population significative de transfuges. Le gouvernement ukrainien n'a pas fait de déclaration officielle sur la manière dont il prévoit de traiter les transfuges qu'il reçoit en tant que prisonniers de guerre à court terme. Après les transfuges en tant que prisonniers de guerre à court terme, ensuite, le gouvernement décidera s'ils peuvent rester au pays et demander l'asile, mais leur permettre de rester dans le pays et de demander l'asile. Mais quel est le taux de réussite probable des tactiques de l'Ukraine? Malgré des rapports signalant la présence de troupes nord-coréennes à Koursk, il existe peu d'informations détaillées sur leur formation exacte, leur position ou leur mouvement. Seuls quelques rapports faisaient état de conflits mineurs entre soldats ukrainiens ou drones et nord-coréens. Cela suggère que la Russie garde ses troupes, probablement pour un entraînement supplémentaire ou pour reprendre tout Koursk d'un coup. C'est reprendre l'intégralité de Koursk en un seul coup,
C'est une tactique qui ne fonctionnera probablement pas comme prévu. Mais il est difficile de conceptualiser la stratégie militaire de la Russie à ce stade. Cela implique que nous manquons de détails substantiels sur l'efficacité potentielle du projet « Je veux vivre » visant les Nord-Coréens. Mais nous pouvons extrapoler à partir de ces initiatives antérieures, ciblant directement l'armée russe. Le projet « Je veux vivre » est beaucoup plus varié lorsqu'il s'agit d'essayer de détourner les soldats russes de l'armée. Il s'agit d'une approche multifacette comprenant un site web détaillé et une assistance téléphonique pour les Russes déployée ou prévue d'être déployée en Ukraine, afin d'obtenir de l'aide. Les opérateurs ukrainiens obtiendraient ensuite les détails des soldats et tenteraient de créer un point d'extraction en Ukraine, où le soldat pourrait quitter l'armée russe en prétendant être capturé. La tactique des Nord-Coréens pourrait être étonnamment similaire au plan original pour les Russes, malgré un moyen de contact légèrement différent. Le taux de réussite réel de la campagne des 3 dernières années est plus complexe. La pervasivité de la campagne correspondait certainement aux attentes, avec environ 35 000 Russes ayant contacté le service en mai 2024, tandis que le site web était une mesure beaucoup moins utile à suivre. Au même mois, environ 260 personnes ont été extradées de l'armée russe, certaines étant supposées avoir décidé de quitter la fin de la guerre. Pourtant, 260 sur 35 finissent la guerre. Pourtant, 260 sur 35 000 n'est pas un taux de change particulièrement bon, compte tenu que la campagne dure depuis un peu plus de 2 ans à ce stade. Si nous extrapolons le nombre aux 10 000 troupes nord-coréennes signalées, nous pouvons obtenir une estimation d'environ 75 personnes acceptant l'offre, si les taux sont les mêmes. Évidemment, ces chiffres auront peu de sens en pratique. Les troupes nord-coréennes sont dans des conditions très différentes, rendant leurs réponses impossibles à prévoir avec certitude. Mais le fait que l'Ukraine soit prête à essayer de sauver autant de personnes que possible pour éviter la guerre montre à quel point ils ont confiance en l'efficacité du programme. Même si seules quelques dizaines de personnes quittent l'armée russe pour demander l'asile en Ukraine, la mentalité de groupe pourrait jouer en faveur de l'Ukraine. Les Nord-Coréens seront probablement déployés sur la ligne de front à Koursk bientôt, où ils seront confrontés aux tactiques de guerre psychologique utilisées par les Ukrainiens. L'exposition constante pourrait pousser certains à partir vers des horizons plus prometteurs. Si l'Ukraine exploite davantage son succès initial, de plus en plus de personnes pourraient suivre le mouvement, sapant progressivement la présence nord-coréenne en Russie de l'intérieur. Cela réduira les options de Poutine dans la guerre, affaiblissant sa position sur la scène mondiale. Une petite victoire avec ses plans de guerre psychologiques. Combien de Nord une petite victoire avec ses plans de guerre psychologiques? Combien de soldats nord-coréens vont faire défection en Ukraine? Merci d'avoir regardé et laissez vos commentaires ci-dessous.